En Tunisie, plus d'1 millier de personnes ont manifesté à Tataouine où une grève générale a été observée pour dénoncer la marginalisation et réclamer développement et emploi. En Égypte, le Parlement a approuvé l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, décrété par le président Abdel Fattah al-Sisi après des attentats meurtriers dimanche dernier contre des églises coptes. Et puis au Brésil, on parle encore du scandale Petrobras avec le feu vert de la Cour suprême pour l'ouverture d'enquête visant notamment 9 ministres du gouvernement du président Michel Temer. Un protocole d'accord sur le secteur financier a été signé ce mardi entre le Royaume-Uni et la Tunisie. Selon un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien rendu public, ce mémorandum d'entente relatif au secteur financier vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines financiers et à faciliter l'échange des connaissances et d'expertise entre les différentes parties en vue de développer les services financiers et le secteur financier en Tunisie. Je suis très fière de représenter le Royaume-Uni avec cet protocole d'entente aujourd'hui qui encadre une nouvelle phase de notre coopération bilatérale dans le secteur financier. Je suis ici avec une grande délégation du milieu des affaires britanniques et j'ai proposé aujourd'hui à la Chambre du commerce de voir venir à Londres, dans un futur très proche, des hommes d'affaires tunisiens pour que nous puissions tenter de travailler conjointement afin que le futur de nos deux grandes nations continue d'être fortifié et réaligné et élargi en termes d'échange, de commerce, de tourisme en temps voulu, mais particulièrement en termes d'amitié. Le texte signé entre l'ambassadrice du Royaume-Uni et la ministre des Finances tunisienne vise également à moderniser et à étendre les services financiers en Tunisie. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté mardi à Tataouine, une des principales villes du sud tunisien, où une grève générale a également été observée pour dénoncer la marginalisation et réclamer développement et emploi. Située aux portes du désert, à environ 500 km au sud de Tunis, cette cité de plusieurs dizaines de milliers d'habitants est le théâtre de mouvements de protestation depuis une quinzaine de jours. Une délégation ministérielle s'est rendue sur place le 4 avril sans parvenir à apaiser la grogne. Cafés, boutiques et institutions publiques ont gardé leurs rideaux baissés, à l'exception des pharmacies, des boulangeries et des hôpitaux. Les autorités ont pris des mesures pour apaiser la situation. Parmi ces mesures figure l'ouverture dans la région de représentation de compagnies pétrolières, le bitumage d'une route, l'organisation d'une journée de sensibilisation sur l'énergie et l'emploi ou encore la tenue d'un conseil des ministres à Tataouine le mois prochain. La Tunisie connaît actuellement d'autres mouvements sociaux à Kérouan et à Kef dans le centre et le nord-ouest du pays. Mardi, le Parlement égyptien a approuvé l'état d'urgence dans l'ensemble du pays décrété par le président Abdel Fattah al-Sisi après des attentats meurtriers contre des églises coptes. Dimanche, une bombe a explosé en pleine célébration des rameaux dans l'église Saint-Georges de Tanta dans le delta du Nil, faisant 28 morts et des dizaines de blessés. Un peu plus tard, un kamikaze a fait détonner sa ceinture explosive à l'entrée de l'église Saint-Marc d'Alexandrie, tuant 17 personnes et en blessant des dizaines. Ces deux attentats dans le nord du pays ont été revendiqués par le groupe djihadiste État islamique qui a parlé d'attaque suicide. Dans la soirée, Abdel Fattah al-Sisi avait pris la parole à la télévision annonçant solennellement l'entrée en vigueur imminente de l'état d'urgence en précisant que la mesure avait été prise pour protéger et préserver le pays. Il avait également ordonné à l'armée de se déployer pour protéger les infrastructures vitales du pays. Le gouvernement avait immédiatement approuvé l'instauration de l'état d'urgence. Selon la Constitution, le chef de l'État doit également obtenir l'approbation du Parlement sous un délai de 7 jours. Mais le vote du Parlement mardi n'était qu'une formalité. La majorité des députés est acquise au chef de l'État.
L'Assemblée nationale gambienne, issue du premier scrutin depuis le départ de Yaya Jammeh, a crié mardi la surprise. La juriste Mariam Jack Denton a été élue à la tête de l'institution parlementaire. Ni elle, ni le vice-président du Parlement, Momodo Sané, tous deux membres de l'UDP, le Parti démocratique unifié, principale formation d'opposition sous Yaya Jammeh et vainqueur des élections législatives du 6 avril, ne font partie des 53 députés élus. Ils font partie du contingent de 5 députés nommés par le chef de l'État, Adama Barrow. Sur les 5 députés nommés, Adama Barrow a désigné 3 femmes, doublant ainsi la représentation féminine au Parlement, puisque seules 3 candidates ont été élues. Adama Barrow appartenait à l'UDP avant d'en démissionner pour représenter une large coalition contre Yaya Jammeh à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, dont les partis membres se présentaient séparément aux législatives. L'UDP détient une majorité absolue au Parlement, ayant obtenu 31 des 53 sièges à pouvoir, sans compter les députés nommés. Le parti de Yaya Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, n'a conservé que 5 sièges. Le GDC, le Congrès démocratique de Gambie de Mama Kandé, arrivé en 3e position à l'élection présidentielle, loin derrière Barrow et Jammeh, a obtenu également 5 sièges. D'autres partis de la coalition se partagent 11 des 12 sièges restants, le dernier revenant à un candidat indépendant. L'aéroport international de Douala au Cameroun est temporairement fermé depuis ce lundi. Cette fermeture se justifie par des travaux de réfection qui vont durer exactement 2 semaines et 2 jours, soit du 10 avril de 4h à 12h, ensuite fermé de 4h à 8h du 11 au 25 avril 2017. Une énième fermeture qui n'arrange pas les compagnies aériennes, à l'instar de Camerco, la compagnie nationale camerounaise qui, en pleine restructuration, prend par cette décision le gouvernement camerounais un coup dur. Ces travaux, vous pouvez vous en douter, impactent sur le déroulement de notre activité. Nous avons donc immédiatement pris des dispositions pour pouvoir pallier à toutes les mauvaises situations que cela pourrait engendrer. Mais il y a une incidence parce que comprenez bien que nos passagers ont pris certaines habitudes. Les gens vont partir d'ici tous les matins à 7h, ils vont travailler, reviennent le soir à 19h15. Ça ne peut plus être la même chose. Ils sont obligés de partir maintenant à 12h15. Donc c'est une incidence qu'on ne peut pas négliger. Une fermeture de cette installation destinée au trafic aérien public n'est pas une première. L'on se souvient qu'il avait déjà été fermé du 1er au 21 mars 2016 pour des raisons similaires. À noter, les fermetures de réfection des pistes de l'aéroport international de Douala n'a jamais affecté les compagnies occidentales, selon un responsable d'une compagnie qui garde l'anonymat. Ce dernier pense à un complot orchestré par les responsables de l'aviation camerounaise contre les compagnies africaines. Village d'Ayoukomé, arrondissement d'Adorou, commune d'Atiémé. Ce jour marque la réception d'une borne fontaine offerte par la Fondation Adjavon Sébastien Germain et son ami, l'association MJ pour l'enfance, qui sont descendus dans le département du Mono. C'est vrai que j'ai pris conscience à un moment que l'eau était, c'est comme vient de le dire Patricia, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et que beaucoup de maladies viennent de l'eau non potable que vous buvez. Et ça touche aussi les enfants, ça touche tout le monde. Donc c'est vrai qu'en plus des écoles et des petits hôpitaux et maternités, on se devait d'agir dans ce sens. Par le passé, voilà ce qui servait de point d'eau pour cette population aujourd'hui heureuse. Toujours dans cette même commune d'Atiémé, comme partout au Bénin, un autre ouvrage sera mis en service à Kondji-Agnamé, dans l'arrondissement de Kwena. Monsieur Sébastien Germain Adjavon, que Dieu le Tout-Puissant vous comble de toute sa grâce. Au nom du conseil communal, je commence à espérer que des localités souffrant depuis des années, parcourant des kilomètres pour s'abreuver en eau potable, pourront désormais disposer de bonnes fontaines qui vont limiter leur peine. L'accès à l'eau potable est fondamental pour améliorer la santé de la communauté, dira la directrice de la Fondation Adjavon Sébastien Germain.
Elle qui reconnaît, sans proclamer son autosatisfaction, l'œuvre à la limite divine qui s'accomplit pour le Bénin à travers ses fondations sœurs. Que ce soit les modules de classe ou les centres de santé d'arrondissement et depuis peu les points d'eau, nous avons fait des heureux. Combien, je ne saurais quantifier, mais je sais que chaque fois que nous mettons en service des infrastructures socio-communautaires, les sourires qui se dessinent sur les visages des populations en disent long. La joie est grande, la source de vie vient de naître. Et en cette semaine sainte, bonheur, grâce et abondance sont les vœux formulés aux donateurs. Le scandale Petrobras a secoué de plus belle la politique brésilienne mardi avec le feu vert de la Cour suprême pour l'ouverture d'enquêtes visant notamment 9 ministres du gouvernement du président conservateur Michel Temer. Cette décision fait l'effet d'une véritable bombe. 108 personnalités politiques de premier plan, y compris des dizaines de députés et sénateurs, figurent sur une liste de personnages protégés par une immunité dressée par Edson Fachin, juge au tribunal, juge du tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du pays. Sont aussi visés par l'enquête les 3 derniers présidents de la République et le maire de Rio de Janeiro pendant les Jeux Olympiques 2016. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans un vaste réseau de corruption ayant détourné plus de 2 milliards de dollars de la compagnie pétrolière d'État, selon ce document auquel l'AFP a eu accès. Depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Temer en 2016, plusieurs de ses ministres ont déjà été contraints de démissionner face à des accusations de corruption.